Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format sur le podcast OpenTree, un format interview et pas avec n'importe qui. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui un membre de l'équipe de France de triathlon, Tom Richard. Salut Tom, comment tu vas? Salut à tous, salut OpenTree, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce podcast. Et moi, ça va très bien et on va passer un super moment à discuter. Ouais, on a plein de sujets, plein de questions. Forcément, rentrer dans le quotidien d'un membre de l'équipe de France, ça nous intéresse et ça intéresse forcément nos auditeurs. Et pour m'accompagner dans cet échange, je suis avec William, notre head coach chez OpenTree. Salut William, tu vas bien? Bah, ça va super, merci et forcément ravi d'être avec un athlète de ce niveau-là pour discuter. Et justement, pour démarrer cet échange, Tom, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi, c'est Tom Richard, j'ai 32 ans, je fais du triathlon depuis 16 ans. Donc voilà, ça fait la moitié de ma vie que j'ai passé la moitié de ma vie à faire du triathlon finalement. J'ai commencé au club de Poissy Triathlon et donc depuis 16 ans, je suis dans ce club-là. J'ai évolué au sein de ce club-là. Et puis en parallèle de ça, je suis à la police nationale. Je fais partie de l'équipe sport de la police nationale. Donc voilà, je suis détaché à 100% pour pratiquer le triathlon, faire des performances et représenter l'institution lors des compétitions. Donc voilà, c'est ce qui me permet de vivre de ma passion, de vivre de mon sport et de faire les meilleures performances possibles. Tu as fait partie du coup de l'équipe de France, qui a été sélectionnée pour, Paris 2024, donc en tant que remplaçant. J'imagine que ça a forcément dû être une petite déception de ne pas faire partie de l'équipe, finale, qui a fait justement les Jeux. Mais par contre que tu dois être remobilisé à 100 vers Los Angeles 2028. Ouais, alors je fais partie de l'équipe de France en gros depuis 2021. J'avais une sélection plus jeune à 23 ans en équipe donc espoir. Voilà, depuis 2021, je suis dans le projet olympique. Et bah, comme tu as dit, à Paris, j'étais remplaçant. Mais j'ai pas pris ça comme un échec d'être remplaçant parce que finalement, en fait, je suis un peu arrivé en cours de route de l'Olympiade. Donc voilà, j'ai été mis dans le truc, mais sans pour autant moi me vendre du rêve à moi-même en me disant énorme, je suis dans le projet, je vais aller au jeu. Parce que bon, en France, c'est quand même pas la plus petite nation, c'est la meilleure nation en triathlon, donc il y avait clairement quatre autres gars qui se détachaient devant moi. Donc avec Dorian, Léo, Vincent et Pierre. Donc en fait, moi, je suis arrivé un peu en dernier et je me suis pas fait d'illusions sur quasiment toutes les courses auxquelles on a participé ensemble. Bah, j'arrivais souvent derrière eux, donc en fait, ils étaient clairement plus méritants et plus performants que moi pour aller au jeu, donc je me suis pas fait d'illusions. Après, voilà, dans un coin de ta tête, tu espères toujours quelque chose, mais voilà, le but, c'était pas qu'il y ait de blessés, pas qu'il y ait de problèmes avant, donc je pense qu'ils ont envoyé la meilleure équipe possible au jeu, donc moi, je l'ai pas mal vécu du tout et j'ai plus pris ça comme une expérience de voir comment les gars fonctionnaient, comment se passait une préparation olympique, comment la Fédé prenait les choses en main pour cette prépa olympique. Et en fait, voilà, maintenant, je veux m'en servir pour Los Angeles et avoir ma place à Los Angeles. Place qui n'est pas acquise, même si les plus vieux ont arrêté, donc Vincent et Pierre qui sont passés sur le long. On pourrait dire que je suis le troisième, mais finalement, bah voilà, il y a des jeunes qui rentrent dans la boucle. Donc en fait, il y en a qui partent, mais il y en a qui arrivent. Et chez les jeunes, on sait que la progression peut être très rapide, peut ne pas forcément fonctionner, mais peut aussi être très rapide, parce qu'à 20-25 ans, bah voilà, chaque hiver peut nous faire passer un cap. Donc je suis aussi conscient que ma place est pas du tout garantie et que les jeunes veulent aussi prendre la place des plus vieux. Donc c'est le jeu dans le sport. Et voilà, donc je le prends comme ça et on verra où ça me mène. Mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif jusqu'en 2028. Et donc du coup, j'imagine que la saison 2026, va s'inscrire pleinement dans cette préparation-là. C'est quoi un peu les paliers pour toi à valider là d'ici déjà Los Angeles et puis même déjà tes objectifs pour cette saison? Ouais, bah, moi, les objectifs là pour la saison, clairement, c'est gagner en régularité. Là, comme je disais, j'ai déjà fait des pics de performance solides. Maintenant, voilà, je veux le réitérer plusieurs fois dans la saison. Montrer aussi que je peux avoir un impact sur la course, pas seulement pour l'instant. Pour l'instant, en gros, j'étais performant en natation, je sortais toujours dans les 10 premiers et à pied, voilà, j'étais capable de faire de belles choses, mais il me manquait à vélo. Et en fait, je veux pouvoir être acteur de la course à vélo, donc ça va être un gros boulot à faire cet hiver, progresser à vélo et pour aussi pouvoir passer des courses à pied meilleures parce que actuellement, ce qui me bloquait un petit peu, c'était finalement, je pense que j'avais le niveau à pied, mais à vélo, il m'en manquait un peu et j'arrivais à pied déjà émoussé, donc c'était compliqué pour moi.
Donc en gros, l'objectif, c'est ça. Et je pense avec cette progression à vélo, ça me fera faire justement des courses plus complètes et plus régulièrement au cours de la saison. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de cette saison. Et puis bah, ensuite, au fur et à mesure jusqu'à 2028, c'est de m'affirmer parmi les trois meilleurs Français, quoi, parce qu'il y aura trois dossards probablement à Los Angeles. Donc c'est le but, quoi. Donc d'ici là, il y a un peu des étapes avec des critères à chaque fois à réaliser par la Fédé, avec des grandes finales à faire et à bien faire. Le test event probablement qui aura lieu en 2027 aussi à valider. Donc voilà, il y a quelques étapes. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ouais, il y a de belles choses à faire et voilà, la prépa commence maintenant, quoi. Et si je reviens un peu sur toi, sur ton parcours, Tom, finalement, tu disais que tu as 32 ans aujourd'hui. Tu es arrivé presque un peu tardivement en équipe de France, 27, 28 ans. Tu l'avais connu à 23 ans, tu as été ensuite pas mal embêté par des blessures, si je dis pas de bêtises. C'était un objectif de dire, je veux revenir en équipe de France parce que je sais que je l'ai touché quand j'étais espoir et je veux y revenir, ou c'est un truc tu t'es plus concentré sur le process et finalement ça a été la récompense après ces années un peu de galère. Bah, en fait, c'est vrai quand même qu'en triathlon, pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, tu es obligé d'être en équipe de France. Tu vois, dans le vélo, tu es dans une équipe, tu fais les grands tours avec ton équipe, mais c'est pas la Fédé qui va dicter ta carrière, en fait, parce que en vélo, tu as les championnats du monde, championnats d'Europe, en gros, avec la Fédé. En France, si tu fais du court distance et que tu n'es pas en équipe de France, tu n'accéderas pas au plus haut niveau, tu n'accéderas pas aux courses les plus intéressantes. Tu pourras faire des grands prix, éventuellement des Coupes d'Europe, Coupe du Monde, mais voilà, pour rêver sur WTS, tu es obligé d'être en équipe de France. Donc, en fait, moi, je me suis toujours dit, pour que ma carrière, elle soit réussie, il faut au moins que j'ai touché au plus haut niveau, il faut au moins que j'ai vu ce que c'était, quoi. Donc, je veux au moins en faire une. Sinon, bah, j'aurais un peu l'impression de ne pas être allé au bout du truc, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu tenu. Et puis, bah, j'aimais m'entraîner, j'aimais la vie que j'avais en tant que triathlète. J'avais la chance d'être supporté par mon club. Dans plusieurs manières financières et matérielles, donc qui m'a permis de continuer même dans les moments difficiles. Et puis voilà, en fait, c'est le chemin que j'aimais bien, hein. J'aimais bien m'entraîner, j'aimais bien retrouver les potes à l'entraînement. Et voilà, ça m'a amené à m'accrocher avec quand même en fil conducteur cette volonté de toucher du doigt la WTCS et donc de revenir en équipe de France et voilà, faire partie des meilleurs Français quoi, pour y aller. Très intéressant. Et peut-être, tu te souviens de ce moment-là où tu fais ta première WTCS quand tu arrives en équipe de France, c'est quoi le truc c'est quoi la plus grosse différence avec ce que tu as connu jusqu'ici, même avec des grands prix de D1? C'est quoi ce qui t'a marqué le plus en termes de niveau ou d'intensité ou de Alors changement là, d'environnement? je dirais la grosse différence en WTCS, c'est le vélo, clairement, parce que finalement, ce sont des courses où c'est à fond du début à la fin, il n'y a pas de temps mort. Tu vois, sur les Grands Prix ou les Coupes d'Europe, Coupe du Monde, ça nage pas forcément moins vite qu'en WTCS, parce qu'il y a toujours des gars qu'on voit. À pied, il y a toujours des gars hyper costauds. Par contre, en vélo, tu peux un peu te cacher dans les niveaux en dessous, tu peux un peu ratonner, tu peux un peu, voilà, si t'es fragile, tu te reposes en vélo. En WTS, en fait, tout le monde est trop fort. Dès qu'il y a une relance, ça relance à fond. Tout le monde est hyper technique. Donc, en fait, tu peux moins te cacher. Si tu es moins bien techniquement, tu vas devoir relancer plus fort et au bout de deux, trois fois, tu vas exploser. Pour moi, la grosse différence, c'est ça, c'est que tout le monde est fort pendant 2 heures, quoi. Et c'est 2 heures sans repos. Après, par contre, quand j'ai fait ma première WTS, je me suis dit, mais finalement, l'environnement et tout, c'est pas très différent d'une Coupe du Monde, tu vois. C'est tout un peu mieux organisé, mais finalement, il n'y a pas une grande différence, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien, mais les Coupes du Monde, c'est déjà bien, en fait. Et je me suis rendu compte que, voilà, c'était franchement ce qu'on faisait auparavant, même les Grands Prix, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, c'est déjà un super truc, quoi. Mais le niveau, ouais, est quand même. Disons que t'as pas le droit d'avoir une défaillance dans un des sports ou dans quelque chose, ou même une minute, t'as pas le droit d'avoir une défaillance pendant une minute en WTS, quoi. Et donc, du coup, j'imagine que d'un point de vue situation tactique, tu es toujours un peu obligé de répondre à ces situations-là du tac au tac, même quand tes sensations sont pas forcément bonnes pour pouvoir survivre, entre guillemets, à Ouais, ce genre de course. bah ouais, clairement. Et du coup, en fait, ce qui n'était pas le cas en Grand Prix ou en Coupe du Monde, où, entre guillemets, je maîtrisais les courses, j'étais largement à mon niveau. Si j'avais une faiblesse ou un coup de moins bien, bah, je m'en sortais toujours parce que tu as toujours un petit temps mort qui te permet de récupérer. Disons que tu domines un peu la course, même s'il y a toujours des gars plus forts, hein. Je dis pas ça de manière, je gagnais toutes les courses, loin de là,
Mais en WTCS, ce n'est pas le cas et donc j'avais pas le droit à l'erreur. Donc ouais, faut arriver bien prêt et être prêt à se donner du début à la fin et à souffrir, quoi. Et du coup, est-ce que bah, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, tu te considères comme un bien meilleur lecteur de course et capable d'anticiper un peu ces situations-là par rapport à tes débuts? Ouais, je pense que l'expérience, ça joue beaucoup. Donc, tu es capable aussi d'identifier tes points faibles et pourquoi il y a des courses qui n'ont pas marché, d'avoir un peu le recul sur tes courses et sur tes performances. Et je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup, c'est de me rendre compte, ben, en fait, j'ai été nul là, mais est-ce que c'est parce que je suis arrivé pas en forme, est-ce que je suis arrivé cramé, ou est-ce que tout simplement, techniquement, j'étais pas au niveau à vélo, donc finalement, bah, je devais relancer plus longtemps que les autres, donc plus d'efforts, donc à pied, j'avais plus de jus. Ou, tu vois, tu essaies de lire la course un peu différemment et de travailler ce dont tu as besoin, plus que t'acharner à te dire ouais, je m'entraîne pas assez, pas assez dur, je vais en remettre, quoi. Parfois, c'est pas forcément que t'as pas le niveau global ou pas la forme, c'est juste bah il y a des petits points à améliorer, techniques ou de puissance ou choses comme ça, quoi. Et justement, pour parler de ça, dans ton entraînement au quotidien, tu fais partie d'un groupe, tu as un coach, comment ça se passe? Ouais, alors là, depuis maintenant 6 mois, donc depuis le milieu de la saison dernière, je m'entraîne au pôle de Bouloris, donc c'est une structure fédérale entraînée par Michael Ayassami. Et donc c'est un entraîneur qui planifie toutes mes semaines dans les 3 sports, même avec la muscu. Et puis voilà, il y a un petit groupe, plutôt des plus jeunes dans le groupe-là, parce que c'est un pôle fédéral, donc il y a aussi beaucoup de jeunes qui se développent et voilà, qui font pas forcément partie encore d'équipe de France ou plus d'équipes de France jeunes, mais voilà, qui se développent. Et en fait, voilà, on s'entraîne souvent ensemble, mais c'est pas toutes les séances le cas, parce que parfois c'est un peu plus personnalisé. Moi, je suis un peu plus âgé que les autres, donc je peux encaisser plus de choses, j'ai des besoins un peu différents qu'eux aussi. Donc voilà, mais auparavant, j'ai aussi fait partie de groupes avec des gens de mon âge qui étaient plus sur les mêmes projets, notamment à Grenoble quand j'étais avec Dorian Coninx ou alors avant avec Léo Bergère jusqu'à l'année dernière à Saint-Raph. Donc voilà, j'ai un peu vécu plusieurs environnements. Même au début, quand j'ai commencé, j'étais en environnement plus club. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et puis maintenant, je commence à savoir ce dont j'ai besoin, ce qui me va, ce qui me va pas. Et donc voilà, petit à petit, j'affine au fur et à mesure des années et j'essaie de prendre le mieux de ce que j'ai fait auparavant et de chasser ce qui m'a pas été. Et du coup, au sein de ces structures un peu élites, comme on peut voir beaucoup, bah, comme le Turbo Tree Tribe ou d'autres, le Cercle Performance par exemple, comment est-ce que l'entraînement se conjugue un peu en termes enfin, de gestion des égos? Est-ce que c'est plutôt de la bienveillance, de la solidarité, ou alors est-ce que c'est plutôt un peu toujours la guerre à l'entraînement? Parce que vous avez tous un niveau fantastique, donc comment est-ce que ça se passe un peu les entraînements dans ce type de groupe-là? Ouais, bah, ça peut être un peu la limite de ces groupes. Après, en général, il y a quand même une très bonne ambiance et on arrive à mettre nos égos de côté la plupart du temps. Après, dans ces groupes, il y a souvent quand même un leader qui prend une place et c'est normal, c'est souvent le meilleur du groupe, c'est souvent aussi celui qui a monté le groupe. Donc à Grenoble, c'est Dorian qui est à l'origine du groupe. À Saint-Raph, au Turbo Tree Tribe, c'est plus Léo qui est à l'origine du groupe. Donc forcément, c'est eux qui prennent le leadership du groupe et c'est normal. C'est eux qui un peu sont demandeurs de type de tel ou tel entraînement. Et c'est difficile pour le coach parce que dans ces groupes-là, on a aussi une volonté de faire le maximum de choses ensemble. Donc le coach, il est toujours partagé entre personnaliser plus, mais aussi à la fois vouloir faire que les gars s'entraînent ensemble pour se tirer vers le haut. Donc voilà, c'est un mélange à essayer de trouver qui est plus ou moins bien fait en fonction des groupes, des coachs, etc. Et voilà, mais par contre, pour ce qui est ego et bonne entente, en général, ça se passait plutôt bien. On était capable de bien s'entendre. Après, c'est vrai qu'il y a certaines séances où ça part un peu, ça part un peu dans tous les sens parce que bah, tu as envie aussi de te rassurer. Et si chacun veut se rassurer, bah, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, à ce moment-là, c'est au coach un peu de faire la guerre à ça et de ralentir les troupes. Mais voilà, moi, j'ai fini par comprendre aussi que c'était pas forcément le mieux pour moi, ce genre de groupe. Parce que justement, il y a un peu cette comparaison entre gars qui ont plus ou moins le même niveau, ou en tout cas le même projet. Et cette problématique de personnalisation d'entraînement qui bah, m'allait moins, puisque finalement, j'ai ressenti le besoin d'avoir un projet un peu plus personnel, et dans le coaching, et dans la maîtrise de mon projet, moi, au lieu de vouloir suivre les leaders, j'ai voulu prendre mon projet en main, et c'est pour ça que j'ai changé, et que je suis allé maintenant dans un pôle fédéral, où là, pour le coup, on fait moins de choses ensemble avec les autres du groupe,
mais l'entraînement est très personnalisé et ça demande un petit peu plus d'entraînement en solitaire, ce qui me faisait un peu peur au début, mais ce qui finalement est pas plus mal pour justement la personnalisation de l'entraînement et répondre aux besoins. Donc vraiment, j'ai besoin maintenant que je les ai identifiés lors des saisons précédentes, quoi. Ok. Et tu le disais, tu as la chance d'être soutenu par la police nationale pour être détaché à 100% et donc avoir tes semaines dédiées entièrement au triathlon. Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement chez toi? C'est combien de disciplines? Enfin, c'est combien de séances, pardon? C'est réparti comment entre les disciplines? Parle-nous un peu de l'organisation de la semaine type chez Alors, toi. une semaine type, même s'il n'y a pas vraiment de semaine type parce que ça change toujours un peu d'une semaine à l'autre. Et justement, mon coach essaye de varier pour un petit peu stresser l'organisme au fur et à mesure de l'hiver. Donc, on va jamais répéter exactement les mêmes choses. Mais en gros, c'est 6 entraînements dans chaque sport. Donc, 6 natation, 6 vélo, 6 courses à pied et 2 muscu. Et en gros, c'est 2 intensités par sport par semaine. Donc, ça va représenter entre 25 et 30 km en natation. Ça va représenter 350-400 km à vélo, entre 10 et 15 heures, quoi. Et à pied, je suis aux alentours de 70-80 km, quoi. Et 2 fois 1 heure de muscu par semaine. Donc, ça fait quand même des belles semaines. Ça fait un volume hebdomadaire aux alentours de 25-30 heures l'hiver. Après, forcément, avant les courses, on réduit un petit peu. Enfin, mais là, je suis dans le gros bloc d'entraînement et ouais, c'est entre 25 et 30 heures et avec quand même des bonnes séances, quoi. Donc, c'est un travail à plein temps parce que à côté de ça, il faut récupérer au max, donc essayer de faire des siestes, du kiné, il faut bien manger, il faut penser à plein de choses autres que l'entraînement, quoi. C'est pas je rentre de l'entraînement, c'est fini, c'est je rentre de l'entraînement. L'entraînement, en fait, il est pas fini parce qu'il faut que je récupère de l'entraînement. Donc, je vais bien manger, je vais me reposer, etc., quoi. Ouais, tous Et donc les à sur la côté d'entraînement récupération, du coup, indispensables. quelle importance tu accordes aux outils? Déjà, est-ce que tu utilises beaucoup d'outils? Je pense à la Charvet, au brassard whoop, à la Bagoura. Est-ce que tu utilises ça déjà? Alors, le HRV, j'en ai fait pas mal à l'époque où j'étais à Grenoble. Le coach aimait bien qu'on fasse ça. Après, moi, j'ai la chance maintenant d'être quand même bien avancé dans ma carrière, donc de bien me connaître aussi et de réussir à me faire confiance. Après, je suis pas du tout contre ces outils. Tu vois, le Whoop, je l'ai utilisé l'été dernier quand j'étais à Foromeux, justement, pour voir un peu ce que je faisais. Mais c'était plus pour le côté sommeil, parce que le côté entraînement, je fais quand même confiance à mon coach. Donc, je lui laisse un peu les clés de ça. Et entre ce qu'il voit à l'entraînement et le ressenti que moi, je peux lui faire. Et voilà, moi, c'est plus maintenant sur mon sommeil que j'aimerais bien travailler. Donc là, je vais essayer la bague Human Body, je crois, je me rappelle plus le nom, mais c'est l'équivalent de la Oura Ring, mais une autre marque. Et voilà, donc je suis pas du tout contre ces outils-là. Après, voilà, j'essaye aussi de m'écouter et de me faire confiance, ce qui est pas forcément évident. Mais voilà, c'est plus évident à 32 ans qu'à 20 ans quand on est un peu plus foufou et qu'on a du mal à bien se connaître. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des étapes dans la carrière et on avance un peu petit à petit, quoi. Ouais, donc comme tu Et disais, au fur et à mesure des saisons, je pense que tu as développé un peu une connaissance de soi qui permet de vraiment ressentir, par exemple, si tu es fatigué, je pense que tu as pas besoin que la montre te dise que tu es fatigué, tu es capable de le ressentir que tu es fatigué et que ces outils-là, tu vas plus les utiliser en analyse un peu long terme. Et du coup, au global, que ce soit récupération ou entraînement, si tu te compares ton toi d'aujourd'hui à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de ta manière soit de t'entraîner ou même d'aborder l'entraînement et le triathlon en général? Ouais, bah déjà pour ce que tu disais des sensations de fatigue, il y a quand même des moments où je dis à mon coach, est-ce que c'est normal que je sois fatigué là? Est-ce que tu penses qu'il faut quand même continuer à en remettre? Ou est-ce que je devrais lever le pied parce que là je suis vraiment fatigué? Donc tu vois, c'est aussi un échange que j'ai avec le coach et je me rappelle, c'était à Font-Romeu, je lui disais, mais là je commence vraiment à être fatigué. Il me disait, non, mais là c'est normal que tu sois fatigué, genre accroche-toi encore un peu. En fait, c'est le but de bosser sur cette fatigue. Il me dit, par contre, il y a des moments où si tu me dis que tu es fatigué, bah là on lèvera le pied parce que c'est des moments où je veux pas que tu sois fatigué pour pouvoir passer des séances un peu plus intenses ou ce genre de choses, tu vois. Donc, il y a quand même un échange avec mon coach et moi, je serais pas capable de m'entraîner tout seul, en fait, justement, parce que j'ai besoin d'avoir du recul et d'avoir une personne externe qui m'aide à confirmer mes sensations ou pas. Donc, voilà, il faut que je sois capable, par contre, de moi lui exprimer. Et après, la fin de ta question, je me rappelle plus du coup exactement ce que c'était. C'était, surtout sur, qu'est-ce qui a le plus, changé dans ta manière de t'entraîner, Ah oui. si tu compares donc ton toi d'aujourd'hui et ton toi d'il y a 5 ans?
Bah, je pense qu'en fait, à l'époque, j'étais un peu buté, tu vois. On me disait, faut que tu roules 2 heures. Je voulais faire 2h00. Si je faisais un peu moins, je tournais autour du parking pour continuer. Et ou si j'étais cuit, bah, je le faisais coûte que coûte, tu vois. Ou sur les périodes de Noël, on me donnait un entraînement, j'allais le faire. Je me fatiguais de ouf et tout. Et au final, tu le payes forcément après. Et là, maintenant, ça, je l'ai compris qu'en fait, chaque entraînement, c'est pas forcément indispensable en soi. Que tu peux zapper un entraînement ou le réduire, ça changera pas grand-chose, même quasi rien. Et au contraire, tu es souvent gagnant à la fin. Et j'ai eu l'expérience il y a 2 semaines où il y avait le regroupement Fédé. Et justement, je disais à mon coach, écoute, là, je connais ces regroupements, c'est toujours des moments où tu as des réunions et du coup, tu t'entraînes un peu le soir. Et en fait, un fonctionnement qui est différent de celui que j'ai. Et je lui dis franchement, là, je préfère en faire moins. Parce que sinon, je me connais, je vais tout faire. Je vais me mettre la tête dans le guidon. Et quand je vais rentrer chez moi, en fait, je vais avoir besoin de 3 jours de récup pour me remettre de ce truc-là. Alors que là, la priorité de ces 3 jours de regroupement, c'est pas l'entraînement. Je préfère lever un peu le pied. Et au moins, quand je reviens chez moi, ben, on peut repartir direct du bon pied et y aller, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'auparavant, j'aurais pas forcément fait. J'aurais foncé tête baissée et je serais tombé malade au retour, je me serais blessé. Ou finalement, tu perds toujours du temps à vouloir en gagner un peu avant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose quand même que j'ai bien changé. Et, et je me suis rendu compte que finalement, ouais, une séance, c'est pas la mort, tu vois. Et c'est pas grave si tu la fais pas, quoi. C'est mieux de la faire, mais si t'as pour X ou Y raison, tu la fais pas, eh ben, c'est qu'en fait, c'est pas grave, quoi. Et t'en seras pas moins fort à la compète ou le jour d'après. Et dans ta manière de courir en course, il y a des trucs qui ont changé entre toi il y a 5 ou 10 ans et aujourd'hui? Il y a un peu plus de lecture, un peu plus de recul qui va aussi avec la maturité dont tu parlais là, ou tu restes à peu près le même profil? Non, ça, je pense que je reste à peu près le même profil. J'ai de la chance, j'ai toujours eu une bonne lecture, notamment en natation, ce qui m'a toujours permis de bien m'en sortir, alors que je suis pas forcément le meilleur nageur en bassin. Mais en eau libre, je m'en suis toujours bien sorti parce que j'ai une bonne lecture. Après, je suis toujours pas un fin stratège, notamment dans les fins de course, où j'ai souvent tendance à mener un peu et à me faire piéger à la fin. Et pour la première fois, fin de saison dernière, j'ai réussi à pas me faire avoir. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis pas un bon sprinter final. Et par contre, j'ai un bon train, donc j'essaie de fatiguer les gars au train. Sauf que dans les pieds, c'est toujours plus facile et les gars, ils auront toujours les ressources pour t'attaquer à la fin. Donc, pour la première fois, j'ai essayé une tactique différente qui a été payante. Donc, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour évoluer et changer de stratégie sur certaines choses. Donc, mais j'ai toujours pas trop réfléchi avant la course. J'ai toujours essayé d'avoir cet instinct pendant la course et de sentir les choses. En général, je les sens plutôt bien. Mais voilà, il y a toujours du travail, notamment pour ces fins de course ou parfois du placement en vélo où je suis pas forcément le mieux. Mais je suis pas, j'ai pas changé grand-chose en fait parce que j'ai toujours couru à l'instinct, j'ai l'impression. Et c'est vrai Et qu'on puis, comme en triathlon, il y a pas trop de tactique d'équipe, bah en fait, c'est plus compliqué de mettre des choses en place, à part tenter des choses, vouloir partir à vélo, vouloir pas passer à vélo, etc. Mais c'est plus compliqué de mettre des tactiques en place que dans le vélo, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de sentir bien les choses soi-même et de se faire confiance sur le moment, quoi. donc du coup, tu te fais beaucoup confiance, donc sur la course, que ce soit je pense, avant d'aborder la course, tu as confiance en tes capacités. Qu'est-ce que tu conseillerais aux amateurs, qui ont souvent tendance à stresser, à remettre un peu en cause leurs capacités, avant le départ? Bah alors là, on dirait que j'ai beaucoup confiance, mais en fait, pas du tout. Et c'est un des gros points que j'essaye de travailler justement parce que bah, c'est pas évident d'avoir confiance avant les compètes. Bah, c'est toujours stressant en fait une compète et puis tu sais jamais comment tu vas répondre et justement il faut réussir à se faire confiance et à se dire que tu t'es bien entraîné et que tu as fait le max et voilà. Mais c'est jamais évident et je pense que je perds aussi pas mal d'énergie à cogiter avant la course. Et ce qui est par contre une qualité, c'est que sur la course, j'arrive un peu à switcher et à pas penser à tout ça. Tu vois, j'y pense beaucoup avant la course où je suis pas forcément très confiant, mais sur la course, j'arrive à être dans un autre mood et ça, je pense, c'est une force. Mais voilà, sinon, il faut réussir à se dire que, bah, en fait, il faut faire confiance à son entraîneur. Faut pas regarder juste la séance qu'on a ratée, mais il faut regarder l'ensemble de toute la saison et de tout ce qu'on a réussi à faire à l'entraînement. Et finalement, si tu as été régulier, bah voilà, faut réussir à se faire confiance et à se dire que ça va aller. Mais si tu commences à avoir peur, et ça, c'est parfois mon cas, si tu commences à dire que tu vas pas y arriver ou quoi, c'est compliqué d'aborder la course dans ces moments-là. Et je l'ai bien senti en fin de saison, en fait,
où je suis repassé sur des Coupes du Monde, mes dernières courses, donc le niveau inférieur des WTCS. Et là, en fait, naturellement, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi parce que je me disais que voilà, mon niveau sur Coupe du Monde, c'était l'avant, c'était le podium. Et en fait, du coup, j'abordais les courses complètement différemment sur les WTS où j'ai tendance à m'en faire une montagne. Et en fait, ben, ça se passe beaucoup mieux et tu perds beaucoup moins d'énergie avant quand tu as confiance, quoi. Ça, je m'en suis rendu compte. Donc maintenant, mon but, c'est d'essayer de le retranscrire sur les WTCS, même si, sans me dire que mon niveau sur WTCS, c'est de faire des podiums. Et voilà, d'essayer d'avoir plus confiance en moi et d'aborder ces courses en me disant que bah, j'ai fait du bon boulot à l'entraînement et que voilà, bah, y a pas, si j'en suis là, c'est que la Fédé croit en moi. Donc en fait, je suis pas là par hasard et c'est que j'ai mérité d'être là et normalement, j'ai le niveau d'être aux avant-postes en tout cas. Pas premier, mais aux avant-postes. Donc voilà, il faut que j'arrive un peu à switcher cette mentalité, quoi. Et la préparation mentale, c'est un truc que tu as déjà travaillé, que tu travailles en solo, via la Fédé. Tu as des choses à disposition là-dessus. C'est un sujet sur lequel tu travailles. Ouais. Ouais, ouais, ça fait longtemps que j'ai essayé de mettre ça en place. Enfin, longtemps, ça fait quelques années que j'ai mis ça en place. Après, moi, ça n'a pas toujours porté ses fruits. J'ai du mal. Souvent, je fais quelques séances fructueuses avec quelqu'un et puis j'ai l'impression un peu de tourner en rond. J'ai du mal à me réinventer, à trouver des axes de travail. Et alors que je sais que c'est très important et que c'est très utile, notamment, je te parlais de confiance et que j'en avais pas forcément autant que ce que je te montrais là, mais en tout cas, avant les courses, que j'en avais pas forcément beaucoup, que je doutais beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai encore envie de travailler, mais j'ai du mal à me sentir à l'aise et à être vraiment à sentir ce travail utile, bien que je sache qu'il l'est. Mais voilà, peut-être que j'ai pas trouvé la personne qui me convenait à long terme et que je trouve des personnes qui me conviennent plus sur quelques séances. Donc voilà, je suis plutôt pour essayer de continuer ce travail, mais voilà, j'ai pas encore réussi à bien l'approfondir. Mais je pense que c'est très utile, ouais, et que notamment pour les gens qui n'ont pas forcément très confiance en eux, ben c'est un super outil, quoi. Ok, donc on voit qu'il y a encore pas mal de leviers, même à ton niveau, pour pouvoir encore passer quelques steps. En parlant de leviers, est-ce que le triathlon longue distance, c'est quelque chose qui t'attire? Ouais, carrément. Alors, moi, c'est un projet que j'ai. En fait, ça m'a toujours attiré. En plus, je pense que j'ai des bonnes capacités pour ça parce que je suis plutôt performant dans tout ce qui est aérobie et pas forcément tout ce qui est un peu effort max. Donc, je pense que ça peut convenir à mes capacités. Après, là, je suis quand même dans le projet Los Angeles et en fait, j'ai envie d'aller quand même au bout de ce projet parce que je trouve que c'est un beau projet et c'est toujours gratifiant d'être en équipe de France. Et en plus, avec l'équipe de la police nationale, je suis aussi dans cette équipe en vue des Jeux Olympiques, ce qui pourrait pas être le cas sur longue distance. Donc actuellement, en fait, je suis payé pour faire du court distance. Donc pour ces plusieurs raisons, j'ai envie d'aller au bout du projet à Los Angeles et aller le plus loin possible. Si maintenant ma place est prise par des plus jeunes ou par d'autres qui arrivent et que voilà, je suis un peu poussé en dehors de ce projet olympique, bah, ça me plairait d'essayer de faire du long. En tout cas, de voir ce que ça peut donner, parce que peut-être que là, je pense pouvoir être performant, mais peut-être que ça ne sera pas le cas, parce que bah, c'est quand même un peu différent. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, beaucoup de matériel, le positionnement, la nutrition encore plus importante que sur courte distance. Donc voilà, à voir si j'arrive à les maîtriser. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et en plus, je pense que, enfin, on le voit en tout cas dans les autres athlètes, on peut continuer un peu plus longtemps sur longue distance. En tout cas, souvent les athlètes ont plus de 30 ans, même si maintenant certains commencent par le longue distance. Mais en tout cas, à plus de 30 ans, il y a beaucoup d'athlètes qui font du long. Et après les Jeux Olympiques, on voit pas mal d'athlètes aussi passer toute une génération passer sur longue distance. Donc bon, c'est quelque chose qui me tente et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai bien l'ambition d'en faire avant la fin de ma carrière. Ok. Donc là, pour le moment, focus 2028 et Los Angeles. Euh, on parlait un peu en intro des différentes étapes pour aller jusqu'à Los Angeles et pour espérer faire partie des titulaires, des 3 titulaires probablement de l'équipe de France. Ça ressemblerait à quoi une saison 2026 idéale pour toi? Tu nous le disais, gagner un peu en régularité au plus haut niveau. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien déjà. Première étape, ça serait me qualifier pour la finale. Donc, il faudrait que je fasse un top 8 sur une course sur une WTCS distance olympique. Donc, ça sera probablement Yokohama ou Samarkand. Donc, voilà, ça serait déjà la première étape de validée qui m'amènerait ensuite à Pontevedra, donc la finale du WTCS. Ça serait déjà
une bonne chose de faite. Et après, bah voilà, réitérer des top 10 plusieurs fois dans la saison. Et moi, j'ai dans un coin de ma tête de finir dans le top 10 mondial, donc top 10 du classement mondial, ouais, à la fin de la saison 2026. Ça serait un objectif que je me fixe. Je pense en être capable, voilà, si je gagne en régularité. Maintenant, les autres sont forts aussi, donc c'est jamais acquis et il va falloir bien se présenter en forme sur les courses, quoi. Mais voilà, ce serait l'objectif. Et puis, en fait, si j'arrive déjà à me qualifier à la finale, je pense que ça me permettra aussi de rester dans le projet Los Angeles. Parce qu'en fait, voilà, la Fédé, là, on est loin de Los Angeles, donc on est pas mal d'athlètes dans le projet. Je crois qu'on est 8 garçons. Et puis voilà, à la fin, il en restera que 3. Donc au fur et à mesure des années, ça va réduire. Il y en aura peut-être un ou deux qui va rentrer en cours de route, mais ça sera quand même plus compliqué. Donc voilà, au fur et à mesure des années, il va y en avoir qui vont sûrement bifurquer. Et puis j'espère que je serai le dernier à bifurquer. Mais voilà, si ça peut se passer comme ça serait top, quoi. Et justement, la saison 2026, elle commence sur quel WTCS pour toi? Alors pour l'instant, je ne suis pas encore sûr de mes premières courses. Ça sera soit la Coupe du Monde de Lanzarote, soit la WTCS d'Abu Dhabi. Mais après, ce qui sera sûr, c'est que je ferai la WTS de Samarcande et que je devrais normalement courir pas mal de WTCS dans la saison. Donc voilà, je vais avoir des belles opportunités. L'année dernière, j'ai un peu sauvé ma saison en faisant cinquième à Fréjus, ce qui m'a permis de rester sur WTCS cette saison, ce qui n'était pas gagné vu le début de saison que j'avais fait. Donc voilà, j'espère que je vais continuer sur cette lancée et que je vais pouvoir bah, voilà, rester dans cette dynamique et sur le circuit international. Et justement, là-dessus, tu disais, je vais essayer d'en faire pas mal. C'est quoi l'arbitrage entre en faire un maximum pour prendre de l'expérience au plus haut niveau et disputer ce genre enfin, la crème de la crème des compétitions internationales et la fatigue que ça peut engendrer. L'arbitrage, il est plutôt sur en mettre un peu plus pour essayer d'accumuler ce genre de rendez-vous de très haut niveau. Bah, en fait, moi, j'en ai quand même déjà fait pas mal, donc de l'expérience, finalement, j'en ai déjà acquis pas mal. Donc le but, ça sera pas forcément de toutes les faire. Déjà pour plusieurs raisons, c'est que là, comme je te disais, on est 8 gars à potentiellement être identifiés par la Fédé pour potentiellement courir sur ce circuit. Et en fait, il n'y a que 5 places par WTCS pour les Français. Donc voilà, il y a aussi un ordre de priorité. Moi, actuellement, je ne suis pas prioritaire parce que bah, j'ai pas fait une super saison l'année dernière. Donc voilà, je vais aussi devoir essayer de reprouver que j'ai ma place sur toutes les courses. Voilà, il y a aussi cette question qui se pose un peu bah, ça va un peu tourner entre les autres Français. Et après, en fait, moi, maintenant, si je me présente sur WTCS, la plupart du temps, ça sera pour performer, ça sera pas juste pour prendre de l'expérience. Prendre de l'expérience, c'était le cas il y a 3-4 ans, et c'est le cas pour les jeunes qui ont une vingtaine d'années. Quand ils vont sur WTCS, tu vas pas leur demander de direct de faire un top 10 parce que voilà, c'est de l'apprentissage. Moi, maintenant, cet apprentissage, on peut dire que je l'ai fait. Et maintenant, si je vais sur une course, c'est pour être performant. Et c'est ce qui m'est aussi demandé par la Fédé parce que bah, voilà, ils estiment comme moi que voilà, l'expérience, je me la suis faite et qu'il faut que j'arrive à être performant. Donc voilà. Et dans l'idéal, j'aurais bien aimé pouvoir sélectionner et choisir mon calendrier pour éviter certains longs voyages et tout ça. Maintenant, bah, comme j'expliquais, je suis pas forcément maître de tout ce que je peux faire, étant donné que bah, voilà, il y a des priorités données par la Fédé. Donc, je vais peut-être être obligé de faire l'impasse sur certaines et de devoir aller sur d'autres que j'aurais bien aimé ne pas faire. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Et puis, à moi de montrer que ben, je regagne ma place et que je peux être plus maître de mon calendrier à l'avenir. Donc voilà, c'est aussi le jeu. J'ai pas été terrible l'année dernière, à moi de l'être cette année pour avoir toutes les cartes en main pour choisir mon calendrier à l'avenir, quoi. Et j'imagine qu'il y aura aussi un double enjeu, ça va être de gérer un peu aussi les périodes de forme, puisque c'est compliqué d'avoir un pic de forme qui dure dès le mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc j'imagine que bah, le fait d'avoir au final ton calendrier de course qui va se dessiner petit à petit, ça va aussi t'aider à déterminer tes périodes de charge et de décharge. Ouais, c'est ça. Après, comme je te disais, là, il y a l'objectif des débuts de saison de faire top 8 sur une WTCS, donc soit Yokohama, soit Samarkand. Donc déjà, ça va être, je pense, là, le moment de l'année où il va falloir que j'arrive très en forme. Donc ça, après, je fais confiance à mon coach. Moi, je me sens pas capable de me préparer tout seul. Donc c'est pour ça que je laisse quand même les cartes en main pour mon coach
voilà, de me mettre bien en forme pour ce moment-là. On détermine un calendrier de course ensemble et ensuite on détermine des courses un peu prioritaires, même si elles le sont toutes, mais des courses où il faut vraiment mettre la balle au fond et donc ça sera sur une de ces deux courses. Et ensuite, probablement, le deuxième pic de forme sera si je suis qualifié, si je suis sélectionné par la France sur la finale à Pontevedra, quoi. Donc, ça sera l'autre course importante avec probablement un stage en altitude pour la préparer, voilà, sûrement aux alentours du mois de juillet-août, quoi. Ok. Mais ça, voilà, ça va Donc, dépendre un peu du. Disons que ma fin de saison va dépendre un petit peu aussi du début de saison, quoi. Si j'arrive à être performant, bah voilà, ma fin de saison s'éclaircira. Et si je suis un peu moins performant, s'assombrira un peu ou s'assombrira totalement. Et auquel cas, je passerai peut-être sur de longues distances plutôt que prévu. Mais ça, c'est le plan, j'espère, qui ne se passera pas. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai un plan en tête et un plan qui me va et qui me donne envie de continuer. Donc, c'est ça qui est aussi confortable, quoi. ok, et du coup, on voit que tu as plusieurs plans en tête. Moi, j'aimerais juste parler d'un dernier plan, c'est l'après-carrière. Comment est-ce que tu l'envisages? Est-ce que tu comptes continuer à rester dans le triathlon même dans 10 ans? Ou alors, est-ce que au niveau professionnel, comment ça se passe avec la police nationale notamment? Alors avec la police nationale, il y a moyen de passer des concours en interne. Alors voilà, j'ai pu découvrir un peu les métiers de la police là, lors d'un stage d'immersion super intéressant au mois de décembre. Donc j'ai été dans un commissariat et j'ai fait un peu les missions de divers services. J'étais avec la BAC, j'étais avec la police secours. Enfin, j'ai fait tout plein de choses, des interventions hyper intéressantes et assez musclées pour certaines. Et ça m'a permis de découvrir des. J'ai été aussi avec la police judiciaire, donc ça m'a permis de découvrir plusieurs facettes de la police que je connaissais pas forcément. Après, maintenant, je me ferme aucune porte, pourquoi pas. Après, maintenant, mon expérience est la plus grande partie de ma vie et c'est le triathlon. Et je pense aussi avoir des compétences très pointues dans le triathlon que j'aimerais mettre en avant et que j'aimerais pas utiliser pour mon après-carrière. Donc, dans l'idée, j'aimerais rester quand même dans le monde du triathlon. Parce qu'en fait, moi, je me suis arrêté à la licence à l'université. Donc, je pense pour compenser aussi les diplômes que je n'ai pas forcément, bah, j'aimerais bien les compenser par cette expérience pointue et cette expertise pointue que j'ai dans le triathlon. Après, probablement qu'il faudra que je passe des formations. Je sais pas si je veux être, c'est pas forcément le plan, mais si je veux être entraîneur, bah, il y a quand même aussi des choses à faire pour être dans la légalité. Donc, que je serais forcément obligé de faire. Mais voilà, pour l'instant, le but, ce serait de rester dans le triathlon. Dans quoi exactement, je sais pas. Pas forcément du coaching, mais voilà, ce serait de rester dans ce milieu-là qui me plaît aussi, où j'ai des contacts, où je connais du monde, où j'ai bah, finalement une grande partie de ma vie, quoi. Donc, c'est ce que j'aime le plus. Et sortir de ce milieu-là, pourquoi pas, mais pas forcément, quoi. En tout cas, je pense pas Intéressant. en être dégoûté et je pense pas que j'en serais dégoûté à la fin de ma carrière au point de me dire ouais, je veux plus en entendre parler, je veux passer à autre chose, quoi. Je voudrais arrêter ma carrière en étant fier de ce que j'ai fait, en étant voilà, pas frustré, en me disant bah voilà, j'ai encore des choses à faire dans le triathlon, mais différemment et j'ai pas de regrets, je veux pas fermer la porte et clore ce chapitre, quoi. Ok, très intéressant. Bon, de toute façon, normalement, il te reste encore quelques années pour y réfléchir et peaufiner tout ça. Ouais, ouais, après ça va vite, hein, tu sais, souvent là, sur les startistes maintenant, en court distance, je suis un des plus âgés. Avant, ce qui me sauvait en équipe de France, c'est qu'il y avait Charles Lecor. Et maintenant, c'est moi qui ai pris la relève du doyen, même si Dorian et Léo sont un peu plus performants que moi et ils sont plus jeunes. Et maintenant, je me retrouve avec des gars, même à l'entraînement, qui ont 15 ans de moins que moi et qui me titillent bien et qui, même souvent sur les séances, me font bien mal. Donc, c'est marrant parce que bah, voilà, il y a une différence d'âge qui est un peu gommée et parce qu'en fait, on fait tous la même chose. Donc, on a aussi la différence d'âge se voit pas forcément énormément quand on s'entraîne ensemble parce que bah, on a des sujets en commun avec le triathlon, on connaît un peu les mêmes personnes et tout. Donc, ça, c'est cool, ça gomme un peu la différence d'âge. Mais c'est vrai que parfois, bah, je me rends compte, je me dis, ouais, putain, c'était il y a 15 ans, non, il y a 12 ans, j'avais leur âge, ouais, ça me remonte à il y a longtemps. Donc, finalement, ça passe assez vite. Et puis, bah, il me reste pas non plus 10 ans de haut niveau devant moi. Je pense que je suis assez lucide pour me dire que, voilà, déjà, si j'en fais encore 5 ans, si j'arrive à en vivre encore pendant 5 ans, ça serait super de pousser jusqu'à 37 ans et j'aurais eu une carrière longue et j'en serais fier. Et pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai fait, je suis déjà content, même s'il y a encore de belles choses à faire et je pense que voilà, il y a des choses que j'ai pas atteintes et que j'aimerais bien faire, mais déjà avoir fait des WTS et tout, je suis content. Donc, mais si je peux continuer encore un peu et découvrir le longue distance, c'est pas de refus. Ouais, écoute, on te le souhaite. On te souhaite déjà de remplir le projet JO 2028 avant ça.
Ce serait très chouette de pouvoir aussi performer à cet âge-là, presque sur courte distance. Ce serait un bon signe aussi de longévité. Et puis, Ouais. pas le choix de la facilité non plus, parce qu'on a aussi beaucoup d'athlètes qui, même avant leurs 30 ans, font le switch de passer sur longue distance sans avoir eu forcément la carrière au haut niveau que tu as eu. Donc, il y a ce truc aussi d'avoir géré une carrière, d'être allé jusqu'au bout, j'imagine, si tu arrives à aller jusqu'à Los Ouais. Angeles. Après, on a vu que, tu vois, Pierre, il a fait ses meilleurs résultats. Il a gagné sa première WTCS à 33 ans. C'est vrai. Il fait 4 au jeu, il avait 34. Vincent, il C'est était vrai. quand même encore performant jusqu'à pareil. Donc finalement, voilà, l'âge, comme dirait Kylian Mbappé, l'âge, ouais, non, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais On t'en parle pas. l'âge, voilà. Mais voilà, et puis après, je pense aussi ce qui fait que j'ai une carrière assez longue, c'est que finalement, je suis rentré un peu dans le circuit assez tard et j'ai pas forcément cette lassitude que d'autres peuvent avoir. Si tu as commencé les voyages lointains et la pression à 20 ans, bon bah voilà, quand tu as 32 ans, ça fait déjà un paquet d'années que tu l'as subi et que tu subis les voyages. Moi, c'est un peu plus récent, donc je pense que c'est ce qui aussi me permet de continuer et de continuer à aimer ça. Et puis aussi, peut-être que si j'avais pas intégré la police ou si j'avais pas intégré l'équipe de France, j'aurais basculé plus tôt, tu vois, parce que je me serais dit, bon bah, quand t'en vis pas forcément comme j'en vis de manière un peu plus sereine, c'est plus compliqué aussi de s'acharner, entre guillemets. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça assez sereinement et donc de me dire, bah voilà, tant que ça marche, je continue. Et tant que j'ai surtout cette motivation, je continue sans avoir à me dire, j'ai 30 ans et je dois habiter chez mes parents ou j'ai 30 ans et je peux pas me faire de plaisir parce que je gagne pas d'argent. Bah, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, je reste aussi conscient sur la chance que j'ai de ma situation. Même si, voilà, on n'est pas des footballeurs ni des cyclistes, hein, ça reste du triathlon et ça reste assez de la débrouille. Mais voilà, au moins, je peux avoir un appartement, je peux être autonome et ne pas demander à mes parents de m'aider. Et ça, voilà, je considère de vivre comme quelqu'un qui a un métier plus commun. Donc, voilà, c'est aussi la chance que j'ai et c'est aussi ce qui me donne envie de continuer, quoi, parce que finalement, bah, c'est mon métier. Donc, voilà, pourquoi arrêter? Euh, pour terminer, Tom, je te propose de passer à l'interview express. On a 10 questions. Euh, L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible. Pas de piège, mais on va en apprendre un peu plus sur toi avec ça. Euh, et je commence avec la première question. C'est quoi ta séance d'entraînement préférée? Moi, ce que j'adore, c'est les seuils longs, les trucs un peu chiants mais longs. Et en fait, c'est là où je me sens le mieux. Et au bout d'un moment, je passe un peu en mode robot et je me fait grave plaisir. Donc en natation, ça peut être, je sais pas, un 3 fois 1000 SV1 à une 16, une 17 de moyenne. Et à pied, j'aime bien, par exemple, un 3 fois 5 km, pareil, à 3,30 de moyenne. Super. On voit qu'avec ça, tu es prêt à passer sur le longue distance. Ouais, ça Euh, faudra faire 2, 3 fois plus long, mais. la séance d'entraînement que tu détestes? Ou alors, je déteste les trucs justement à l'inverse, hyper courts et punchy, tout ce qui est du court distance en fait. Non, mais par exemple, début de semaine, là, on a fait des trucs à fond en natation, des 100 et des 150, et en fait, ça m'angoisse avant la séance. Je suis déjà angoissé et bah voilà, comme je disais tout à l'heure, manque de confiance et ça fait que tu foires ton truc. Bah, manque de confiance, peur de l'entraînement, bah, et bien évidemment, j'avais à peine commencé l'entraînement que j'avais déjà mal au bras, je sais pas pourquoi, donc voilà, ça m'angoisse. Tu choisis plutôt une victoire en WTCS ou un top 10 au jeu? Ouais, top 10 au jeu, c'est stylé, ça veut dire que tu as fait les jeux déjà. Et après, une victoire en WTS. Victoire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui gagne une victoire quand même. Donc, victoire en WTCS. Ton idole en triathlon? Idole en triathlon. Alors, bah, ouais, j'en ai quand même plusieurs. Ce qu'a fait Brownlee, c'était exceptionnel quand même, même si ça date un peu maintenant. Mais après, il a manqué un peu le passage sur longue distance. Donc, moi, j'aime bien les gars qui sont hyper complets. Donc, un Blumenfeld, j'adore parce que bah, le gars, il a eu un projet, il a été jusqu'au bout. Il a eu un autre projet, il a été jusqu'au bout. Et en fait, en plus, bah, c'est hyper intéressant la manière dont il fonctionne. Il montre beaucoup ce qu'il fait, euh, des vidéos et tout sur ses entraînements. Donc, j'adore ce genre de personne. Donc, je sais pas si Blumenfeld c'est mon idole parce qu'il y a aussi question de style quand on idolâtre quelqu'un et je dirais pas que c'est le gars le plus stylé, Frodeno. mais en tout cas, ouais, Frodeno, ouais, c'est stylé aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, c'est un gars inspirant, je trouve, Blumenfeld. Ouais. Ouais, qui impose le respect avec tout ce qu'il a réussi à cocher quand même.
Ouais, puis sa Euh, détermination, pareil, quoi. Le gars, il a fait quelque chose et il a eu un projet olympique pendant 10 ans et il s'est dit, je vais être champion olympique à Tokyo. Et puis voilà, il a réussi à le faire, quoi. le truc le plus sous-coté pour toi en triathlon? Bah, le court distance, hein. Franchement, quand tu parles à un gars, la première chose ce qu'il te dit, c'est est-ce que tu as déjà fait un Ironman? Et si tu réponds non, bah, en fait, il te parle pas, quoi. C'est rassurant de voir que les pros comme nous, amateurs, on a la même question de leur qu'on dit qu'on fait du triathlon. Ok. Et le truc le plus surcoté en triathlon? Ouais, je vais pas dire de longue distance, en vrai, c'est pas surcoté, c'est bien mérité. Le truc le plus surcoté, bah, le matos, hein, franchement, c'est un peu surcoté, hein. Franchement, tu as des gars, ils commencent le tri, ils vont te dire, ouais, je m'achète un vélo à 15 000 balles en pensant qu'ils vont être trop forts. Et en fait, bah, il n'y a rien à faire, hein. Ça changera pas beaucoup par rapport à un vélo à 10 000 balles, hein. Même si, Euh, Surtout même sur, si surtout sur forcément, courte ça joue un distance. peu. Ça joue, Surtout sur ouais, courte surtout distance. sur courte distance. Et d'ailleurs, quand je disais le truc sous-côté, le vélo en courte distance, il est sous-côté aussi. Ouais. Pour Ok. ceux qui en ont jamais fait. Parce qu'on se dit, ouais, les triathlètes, ils savent pas rouler les courtes distances. Et après, finalement, d'ailleurs, ça change un peu maintenant que la plupart des gars passent sur long et défoncent tout sur long. On se rend compte que les triathlètes en courte distance, on n'est pas si nul à vélo. C'est vrai. Mais c'est un peu sous-côté le vélo en courte distance. Quelle est l'épreuve que tu rêves de gagner un jour? Bah, la réponse un peu classique, ce serait les jeux, quoi. Mais après, ça, c'est la réponse un peu classique. Mais disons que les jeux, c'est pas un truc qui m'a fait rêver depuis que je suis petit parce que je suis pas dans un environnement sportif et on m'a pas parlé de jeux depuis toujours. Donc en fait, pareil, si je me qualifie pas à Los Angeles, franchement, c'est pas la fin du monde pour moi. C'est plus, bah voilà, c'est beau dans le projet triathlon et c'est le plus haut niveau qu'on puisse avoir. Mais il y a plein d'autres courses que j'aimerais bien gagner, genre des courses qui me font rêver. Rien qu'en France, l'Ambraman, moi je kiffe de ouf. J'ai déjà fait le court distance et le half et j'aimerais trop faire le full et l'ambiance elle est dingue. Et une autre course que j'adore en France, j'ai gagné 2 fois le court distance, mais c'est le Tri de l'Alpe d'Huez. Franchement, le long, il me donne trop envie de le faire et ça, c'est une des courses que je rêve de gagner, quoi. Parce que ouais, j'adore, déjà, j'adore la montagne, j'adore cette station et les fois où j'y suis allé, ouais, je trouve que c'est la folie, quoi. Donc pourquoi pas y retourner et franchement, ça serait un bon kiff de gagner. Et pour la petite histoire, à Embrun, je crois en 2017, il devait y avoir un GP à Embrun, Ouais, en août, si je dis pas de bêtises. Alors, ouais. pour ceux qui nous suivaient déjà à cette époque-là, c'était un des premiers articles sur OpenTree. Je m'étais amusé à compter les modèles et les paires de chaussures euh, pour faire un recensement de ce qui était utilisé en D1. Donc, ouais, il y a presque 10 ans, je me souviens être sur le bord de la route Ah ouais, à mais ça a Embrun. dû changer depuis. À mon avis, à l'époque, ça devait être les Adidas, genre Ouais, les Boston ou les Takumi, un truc comme ça. Exactement. il n'y avait pas Et de maintenant, Jordan. ce Exactement. serait pas la même chose, hein. Maintenant, je pense que ce serait d'autres modèles, ouais. Ouais. Un jour de, je À crois, de l'époque, c'est victoire qui de avait la plus Simon Yates, je légère crois. et la plus plate. Ouais, mais alors, c'est 2017, tu penses? Je pense que c'est plus tôt, hein. Je pense que c'est 2014, la victoire de Simon, je pense. Ah, ok. Non, ou 2015 peut-être. Ok. Ouais, Je pense que la première fois qu'il y a eu le Grand Prix, c'est 2014. Et là, c'est peut-être pas Simon. Et ouais, faudrait vérifier. Mais on je pense que c'est vérifiera. 2015. Je suis pas sûr. La personne qui a le plus compté dans ta carrière. La personne qui a le plus compté, je pense que. Je sais pas si je peux dire une personne, mais je pense que c'est plus un encadrement, c'est mon club. Parce que en fait, j'ai commencé, j'y connaissais rien au triathlon, je savais même pas ce que c'était. Moi, j'y suis allé parce que je voulais faire du vélo de route. Et en fait, il n'y avait pas de club à côté de chez moi. Et donc, j'ai bifurqué sur le tri parce que bah, on m'a dit qu'il y avait du vélo de route dans le triathlon. Et en fait, bah, j'ai tout appris au club à Poissy. J'ai commencé la natation avec eux. J'ai eu de la chance d'avoir des super encadrants, des super coachs. Et ensuite, j'ai découvert le haut niveau avec la D1 grâce à eux en étant en U23. Et en fait, j'ai un peu fait toutes mes armes au club. Et je pense que bah, voilà, si j'ai eu une carrière, c'est vraiment grâce à eux. Je pense que si j'avais commencé dans un autre club, je n'en serais pas arrivé là. En plus, quand j'ai commencé, bah, ils m'ont prêté tout le matos et tout. Donc, je pense qu'une grande partie, en tout cas, ouais, du début de carrière, c'est grâce à eux. Donc, une personne en particulier, ouais, il y en a plusieurs qu'on comptait. J'en dirais, il y en a trois à Poissy. C'est Boris Gros, Greg Gros, et, qui a été mon entraîneur, et Thomas Bouteiller aussi, qui a été un de mes premiers entraîneurs. Donc, je pense que ouais, ils ont une grande part de responsabilité dans mon évolution. Même si après, je m'en suis un peu détaché en partant dans des groupes plus professionnels, parce que bah, j'avais plus le temps ayant arrêté les études. Mais voilà, je pense que ça m'a bien propulsé en tout cas.
Ouais, C'est une un belle bel histoire. hommage envers les structures où il y a énormément de Bah bénévoles ouais, et énormément de gens qui donnent beaucoup de temps c'est souvent un peu sans sous-coté rien aussi, attendre en les retour. clubs. Et ouais, voilà, c'est souvent le cas. Et franchement, ils font un gros boulot. Et puis c'est dur pour eux de sortir des jeunes qui sont performants parce que bah, ils ont quand même une masse de jeunes. Et puis en fait, souvent, dès que les gars commencent à être un peu performants, bah, soit vont dans des structures fédérales, soit vont dans des plus gros clubs. Bah, aussi, on a de la chance que ce soit un gros club et d'avoir des bonnes infrastructures. Donc voilà, ça permet de bien faire le taf. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que bah, ils envoient du monde et ils en font des heures qui comptent pas forcément. Ils en passent des week-ends loin de chez eux sur des compètes jeunes, des qualifs, des trucs dans des villes qui sont pas dans des épreuves qui font pas forcément rêver quand tu regardes. Mais il faut passer par là, quoi. Et puis de temps en temps, il y en a un ou deux qui sortent. Voilà, de Poissy, il y a moi qui est sorti. Il y a eu aussi bah, Jérémy Quindos qui est plus au club maintenant, mais qui continue à faire du haut niveau. Voilà, on est quelques-uns. Léonie Perriot, elle est passée par Poissy, même par les infrastructures du club à un moment. Cassandre, elle était à Poissy. Bon, elle s'est pas entraînée à Poissy, mais donc c'est un peu différent. Mais voilà, on est quelques-uns à être passés par vraiment les entraînements du club et puis à avoir continué, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas tous les ans que ça arrive, mais voilà, de temps en temps. Et puis, c'est tant mieux. Tom, si tu avais un conseil pour un débutant. Bah justement, de se rapprocher d'un club parce qu'ils auront un bon encadrement et puis ils auront aussi des partenaires d'entraînement qui sauront leur donner des conseils et avec qui ils sauront se tirer la bourre. Et c'est toujours un peu plus sympa que d'être tout seul. Et puis on apprend aussi beaucoup je pense, des autres, dans des clubs qui en feront depuis un peu plus longtemps que ce fameux débutant. Donc je pense que se rapprocher d'un club, c'est toujours une bonne chose. Et enfin, si on avait un ou une triathlète à recevoir sur ce podcast, ce serait qui selon toi? Alors, ouais, moi j'aime bien Mathis Margerier. Je sais pas si vous l'avez déjà eu. Pour Non? m'être entraîné avec lui, et je trouve que c'est un super gars. Et il n'a pas eu un parcours facile aussi parce qu'il a traversé beaucoup de blessures. Il a tenté de faire une carrière sur courte distance, mais ça marchait pas trop, mais il a insisté. Puis finalement, tout le monde lui disait, mais mec, passe sur longue distance, t'es trop fort et tout. Et il a fini par y passer. Et puis finalement, bah, on voit le résultat, c'est quand même une belle réussite et il fait partie des meilleurs mondiaux en longue distance. Et j'aime bien son parcours parce que c'est pareil, il s'est acharné et pendant des années, il a un peu galéré, il a vécu avec pas grand-chose. Et puis bah, il rêvait de faire du haut niveau, j'imagine. Et puis bah, là, voilà, il est sur le devant de la scène et ça fait plaisir de voir comme ça. Et il est resté très simple et moi, j'adorais m'entraîner avec lui. Et voilà, c'est toujours cool de voir qu'il fait des perfs. Et donc voilà. Et bon, ce sera un plaisir de le Mathis. Ouais. contacter. Et puis, surtout, on lui demandera son secret pour mettre autant de watts à vélo sur Tessan. Ça, il a toujours mis des watts, mais c'est vrai que là, c'est impressionnant, hein. Faut pas s'entraîner avec lui, hein. Merci Tom, on est arrivé, je crois, au bout de nos questions. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour conclure, un dernier truc qu'on n'a pas évoqué que tu aimerais transmettre? Non, bah, merci à vous pour tous ces podcasts et pour ce que vous faites pour le triathlon. C'est cool de voir des passionnés aussi et qui donnent de leur temps pour ce sport. Donc, ça fait plaisir de partager du temps avec vous. Et puis, plein de belles choses pour la suite. Et puis, peut-être qu'on se croisera sur les BOTS. Je ne sais pas si vous viendrez, mais peut-être plus facilement à l'Alpe d'Huez si un jour je le refais. Ouais, Peut-être à carrément. Quiberon, hein, sur les Côte de WTCS de Quiberon, Quiberon. C'est pas tout à si fait. loin, hein. Exactement, Ou sur les Grands exactement. Prix. Je ne sais pas si vous êtes aussi présent. Ouais, 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 de temps en temps, surtout dans l'est, dans l'ouest, pardon, de la France. Donc, ouais, ouais, ça nous arrive Ok. régulièrement. Donc, on se fera un plaisir de venir te saluer à Bah, l'occasion. avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Tam, pour ton temps et j'espère que vous, auditeurs, vous aurez apprécié cet échange-là. Merci, William, pour tes questions, toujours bien orientées sur l'expertise et l'entraînement. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. On se dit à bientôt. Salut tout le monde! Salut!